Et what's up YouTube, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour un nouveau vlog, une nouvelle vidéo où je vous parle beaucoup plus naturellement et directement. La dernière fois j'ai fait une vidéo sur la nutrition, notamment les compléments alimentaires. Je vous la mettrai en lien cliquable ou en tout cas en lien en description si vous voulez aller la checker. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais faire le point sur la préparation d'un de mes deux athlètes pour WNBF. Donc à savoir que j'ai deux athlètes actuellement qui vont concourir à WNBF en 2026 et j'espère pouvoir vous vlogger ça. Là aujourd'hui on va parler de la prépa de Robin parce que c'est une prépa un petit peu atypique dans le sens où il m'a contacté, il était coaché par quelqu'un avant, alors deux personnes en l'occurrence, mais sur la partie nutrition il y avait des soucis, en tout cas il était relativement en retard, donc une prépa un petit peu atypique avec mon processus de réflexion autour de tout ça, et ça va être intéressant parce que ça peut vous montrer qu'il n'y a pas qu'une seule manière de faire et que ça peut aussi vous faire voir autrement la cut et comment on peut faire une cut. La deuxième chose, comme d'habitude, on se retrouvera à la salle évidemment, et là on va parler surtout d'un sujet en particulier, et ça sera pour la surcharge progressive. Alors c'est quelque chose de très classique, mais je vous apporterai mon point de vue sur la surcharge progressive. On reviendra un petit peu dessus, parce que ça reste le point le plus important, entre guillemets, si vous souhaitez prendre du muscle aujourd'hui, mais je pense que beaucoup de gens ne comprennent pas vraiment ce que ça veut dire, ou comment l'appliquer, donc on se retrouvera à la salle pour en parler. Et si jamais on se connaît pas encore, moi je m'appelle Clovis Williams, je suis coach sportif, diététicien, nutritionniste, diplômé d'État, je tiens à le préciser, et j'ai passé plus d'une dizaine de certifications dans le domaine de la nutrition et de l'entraînement dans le but de devenir un meilleur coach pour aider mes athlètes et également aider des personnes qui auraient envie de se transformer, d'avoir le meilleur physique de leur vie, qui seraient bloquées dans leur transformation, ou pas forcément, mais qui voudraient avancer plus rapidement en optimisant un petit peu les choses. Et grâce à mon accompagnement, j'ai déjà pu aider pas mal de personnes à se transformer physiquement. Et si jamais ça t'intéresse toi aussi, je te laisse aller en description, cliquer sur le lien de mon Instagram, m'envoyer un message, tu peux envoyer coaching directement, je t'enverrai un message et on pourra discuter de tes objectifs et de comment je peux t'aider. Du coup là, comme vous pouvez le voir, actuellement je suis en train de faire les bilans, j'ai mon petit café, mon deuxième de la journée, le bilan d'Antonin qui est en train d'être fait, je sais pas si je peux vous zoomer dessus pour que vous voyez un petit peu, il a une shape qui est très sympa là, hop, en pleine prise de masse, donc je vais traiter ça très prochainement. Et aujourd'hui, comme d'habitude, j'aimerais quand même faire mon petit blabla habituel. J'ai essayé d'être très succinct, très rapide, comme d'habitude, vous me connaissez. Non, je vais essayer vraiment de faire des vidéos un petit peu plus courtes, c'est pour ça que je vais essayer de mieux organiser un petit peu mes idées. Aujourd'hui, je vais parler d'un truc très précis parce que ça fait plusieurs fois que j'en discute avec des personnes. Là, je viens d'en discuter ce matin même avec une personne sur Instagram, et j'en avais discuté la semaine dernière avec un élève, et on va parler motivation. Parce que c'est quelque chose que j'entends souvent, c'est en ce moment c'est un petit peu compliqué, j'ai pas la motivation, du coup je fais pas mes actions que je dois réaliser pour mes objectifs. Et mon avis là-dessus, c'est que vous vous concentrez sur une mauvaise chose lorsque vous dites ça, parce que vous n'avez pas besoin d'être motivé. Je m'explique. Vous n'avez pas besoin d'être motivé comme vous l'entendez. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de toujours avoir envie de faire ce que vous avez envie de faire. C'est pas réellement ça la motivation, au final. Et je la décrirais plutôt comme faire les choses qui sont importantes pour les choses qui sont importantes pour vous. Du coup, je m'explique et je vous donne des exemples. Là, ce matin, j'ai parlé avec quelqu'un et qui me disait « Ah, ça fait 2 semaines, je suis pas allé à la salle parce que c'est un peu compliqué en ce moment, mentalement, ça va pas fort, financièrement, ça va pas fort, donc je suis pas motivé. » Et je lui ai dit, en fait, le problème, c'est pas que tu dois être motivé ou que tu dois attendre de la motivation. Le vrai truc, c'est si se transformer physiquement, si prendre du muscle, perdre du gras, être plus dessiné, être plus musclé, être plus en forme, c'est quelque chose qui est important pour vous, important pour toi. Il y a des actions qui doivent être entreprises pour y arriver, sur lesquelles il n'y a pas à négocier. Et ça devrait pas être plus compliqué que ça. C'est si c'est important pour toi, fais les actions et aie envie de les faire parce que tu sais que ça va t'apporter quelque chose de positif. Je donne souvent cet exemple, il est un peu faussé parce que, alors déjà on a été éduqué comme ça et c'est un poil différent, mais ça reste vrai. Je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes vont au travail sans forcément être motivées, sans forcément avoir envie d'y aller. Pour autant, payer son loyer, payer ses courses, pouvoir manger, se permettre d'avoir une certaine stabilité et sécurité, c'est quelque chose qui est important pour la majorité des êtres humains. Et donc, quand j'ai pas envie ou quand vous n'avez pas envie d'aller travailler, vous y allez quand même, parce que c'est quelque chose qui est important pour vous, qui vous apporte quelque chose, qui vous fait du bien. Travailler n'est pas agréable, dépendant de ce que vous faites, il y en a qui sont très contents de le faire, mais même comme ça, vous n'avez pas toujours envie de le faire. Pour autant, vous savez que ça vous apporte plus de positifs que de bénéfices, donc vous n'avez pas besoin d'être motivé pour le faire. Donc commencez à changer votre prisme et vous dire que à partir du moment où c'est quelque chose que vous avez décidé, que vous en avez envie et que c'est important pour vous parce que ça va vous apporter quelque chose de positif et de bénéfique sur moyen long terme, posez-vous la question de c'est quoi les actions que je dois mettre en place pour atteindre ça et me permettre de réussir mes objectifs. Bref, donc pas besoin de motivation, commencez à vous inquiéter des actions, et ça revient un petit peu à ce que j'avais parlé l'autre fois, des non négociables.
inquiétez-vous des actions qui sont importantes pour l'atteinte de vos objectifs. Mettez-les en place, motivés ou non, et soyez concentrés long terme plutôt que court terme. Et vous verrez que vous aurez bien moins de difficultés à avancer dans la bonne direction. Bref, c'est tout pour le blabla de cette matinée. On se retrouve sur la transfo, en tout cas sur le plan de Robin. Pour commencer, juste le point de départ de Robin, c'est donc ce physique-là. Donc on voit qu'il y a une très bonne base de masse musculaire. Le truc, c'est que par rapport à la date à laquelle il me contacte, je vois qu'il y a beaucoup de body fat. Donc le point de départ, 102 kg, environ 4000 cal au niveau de la diète, 18 semaines avant WNBF. Et donc voici mon diagnostic. Il est en retard parce que au final, cette condition-là, moi, c'est une condition que j'aimerais avoir. Alors déjà, j'aimerais ne pas l'avoir pour faire une préparation, hein. Il a beau ne pas être très gras, ne pas être trop gras pour la plupart des gens. En réalité, pour une préparation de bodybuilding, c'est déjà probablement trop gras. En tout cas, si vous souhaitez arriver le plus conditionné possible. Donc là, moi, je suis en mode, ok, il est en retard, c'est la condition que j'aurais voulu qu'il ait si je devais le préparer et qu'on était à 25 ou 30 semaines avant la compétition et j'ai mis minimum. Je l'estime à 25% de body fat actuellement, l'objectif de scène c'est entre 5 et 8% et ça nous fait donc environ 20 kg à tomber. Je le rappelle, on est à 18 semaines de sa première compétition de bodybuilding, donc ça nous fait plus de 1 kg par semaine jusqu'à la fin de la compétition, en sachant que plus vous arrivez proche de la fin, plus c'est difficile de perdre du gras et plus c'est risqué de perdre du gras pour votre masse musculaire. Donc mon dernier point de vue, c'est il est gras, par contre il n'a pas beaucoup de cardio, il a beaucoup de cal à disposition et donc les 5 à 6 premières semaines, elles vont être décisives pour m'assurer qu'il arrive dans les temps. Donc le plan, il a été posé ainsi. On va chercher à perdre sur les 6 premières semaines entre 10 et 12 kg, ce qui nous fait environ 2 kg par semaine, qui est un rythme très très rapide et qui pour certains me diront c'est beaucoup trop, ça sert à rien, c'est dangereux. Le truc c'est que là pour l'instant il a une fatigue, enfin il avait une fatigue qui était basse, une faim qui était également basse. Il y avait du gras pour protéger la masse musculaire, donc même avec une perte agressive, j'étais en sécurité sur le fait qu'il n'allait pas perdre de muscle. Ensuite, la deuxième partie de prépa, c'était sur les 10 à 11 semaines qui allaient suivre, donc je compte plus ou moins 18 semaines, en sachant qu'il n'a pas commencé exactement pile début de la 18e semaine, donc on a commencé avec plutôt 17,5 semaines devant nous, mais globalement, c'est ce que j'aimerais avoir, moins 10 kg sur les 10 à 11 semaines suivantes, c'est-à-dire entre 800 et 900 grammes, ce qui est un rythme toujours très rapide, qui est dans la fourchette haute, mais forcément plus lent parce que fatigue plus élevée, après les premières semaines qu'on aurait eu là, de perte de 2 kg par semaine, et surtout un appétit qui aura forcément augmenté parce que moins de body fat, et donc un risque plus important de perte de muscle, et au-delà de perte du muscle, bah, c'est sa capacité à tenir le plan sur du long terme entre guillemets, parce que 18 semaines, c'est quand même quelque chose de relativement long, plus vous êtes sec, plus ça devient dur de tenir. Les spécificités de la prépa, là, comparativement à un suivi classique, ça va être les bilans qui vont avoir lieu tous les 3 jours de la semaine 1 à la semaine 5, et je vais avoir fait passer tous les 2 jours à partir de la semaine 6, le but étant de changer fréquemment le plan, beaucoup plus fréquemment que quelqu'un qui ferait un suivi lifestyle et qui n'aurait pas de deadline pour être prêt. Parce qu'il faut bien comprendre qu'une prépa de bodybuilding, c'est pas une sèche classique dans le sens où une sèche classique, vous avez tout le temps devant vous. Là, vous avez un timing à respecter. Arriver trop près, trop longtemps à l'avance, ça peut être quelque chose de difficile à tenir. L'inverse, arriver en retard, c'est terrible. Il faut arriver dans les temps et ça, ça se calcule. Et le plan doit être suivi à la lettre parfaitement. Et donc forcément, là, avec du retard, je ne pouvais pas me permettre de faire un seul bilan par semaine. On doit rattraper du retard, donc voilà, plusieurs bilans dans les différentes semaines. Donc voilà à peu près le déroulé là depuis les 10 dernières semaines. On a commencé directement avec une grosse baisse calorie et je lui ai directement rajouté du cardio. Le cardio n'a pas bougé ensuite de la semaine 1 à la semaine 5 et on l'a augmenté à partir de la semaine 6-7 où je lui ai passé à une fréquence plus élevée. Au début, je voulais le passer sur 7 fois 40 minutes. Au final, j'ai préféré garder une journée off pour lui permettre de récupérer, éviter d'accumuler trop de fatigue parce que c'est quelque chose qui commençait quand même à être relativement élevé. Là, l'avantage qu'il est en vacances aussi. Alors, il travaille de son côté sur une partie coaching et également dans un lycée en tant que surveillant, et là justement c'est les vacances scolaires, donc il a beaucoup plus de temps et c'était beaucoup plus facile et ça permettait de découper 20 minutes matin à jeun, 20 minutes le soir, ou en tout cas là pour l'instant même 40 minutes à jeun, et à terme je pourrais lui rajouter du cardio en fin de journée sur le post-training. Au niveau de la diète, donc comme je vous le disais, il y a eu des modifications régulières, bien plus régulières que sur un suivi classique où je peux faire une modification et ne rien me toucher pendant 3-4 semaines sur un déficit classique. Là on a commencé donc il était à 4000,
plus ou moins 4000, 3008, je l'ai baissé à 3006 dès le début quand il a commencé. On est passé de 102 à 101, la vitesse de perte n'était pas suffisamment rapide, donc là de nouveau une diminution. J'ai mis 3300 moyens parce que je l'ai d'abord descendu à 3004, milieu de semaine, au bilan du milieu de semaine, j'ai descendu à 3002. Là on a perdu déjà un poil plus vite, mais je voulais rattraper le retard de la première semaine. Mi-semaine. Semaine 3, 2850 moyens. Là aussi, 3200 début, puis 2800. Donc, on avait gardé au début les cales de la semaine 2 parce que c'était arrivé en fin. Et très rapidement, je crois, au bout du mardi, parce que ça décalait un petit peu, on est passé à 2008. Parce que oui, du coup, il y a eu 1 ou 2 jours seulement à 3002. Là, le poids descendait très bien de nouveau. Semaine 4, 2450 moyens. Là aussi, modification des cales. Cette fois-ci, je suis passé sur une diète avec des jours hauts, des jours bas. Donc, on avait 3 refeeds par semaine pour 4 jours bas à 2200, ce qui nous a permis de perdre un petit peu de poids, mais pas suffisamment vite. Donc, à partir de là, semaine 5 et 6, on est passé directement sur 4 fois 2200 et 5 fois 2200. Je me suis trompé, et 2 fois 2800, ce qui nous faisait une moyenne à 2350, ce qui n'est pas grand chose, mais qui nous a suffi à perdre relativement pas mal de poids. Et là, semaine 7, à mi-semaine 10, parce qu'on est à mi-semaine 10, il nous fait un poids à 87,5, et ce matin, avec le bilan, il est à 86,7, si je dis pas de bêtises. Donc, la perte de poids avance très bien, sans modification du cardio ni de la diète depuis quelques semaines. Donc, voilà un petit peu le déroulé du plan et de la méthodologie de mise en place. Donc c'est des bilans très réguliers avec des modifications très rapides où je suis obligé de prendre des décisions sans forcément avoir trop de recul, mais j'ai l'expérience, je vois un petit peu sa shape, comment elle avance. Et là, je vois aussi, pour vous donner un petit peu un ordre d'idée, que potentiellement il va pouvoir refeed peut-être un peu plus régulièrement parce que le poids descend vraiment bien. On est un peu plus en avance que ce que j'espérais, donc c'est plutôt pas mal à voir sur les prochaines semaines. En plus de ça, on a eu alors c'est un détail, mais on doit gérer un peu de la constipation. C'est quelque chose qui peut très souvent arriver sur des déficits agressifs avec beaucoup de cardio. Il y a souvent des problèmes en prépa et même en cut. Et donc on arrive à le gérer avec un rythme qui est beaucoup plus régulier. Je lui ai donné quelques conseils là-dessus et du coup depuis qu'il est en repos, ça fonctionne mieux. On a testé d'augmenter les fibres également, mais pas de très... alors il mangeait déjà beaucoup de fibres, hein. Il est entre 35 et 45 à peu près. Peu importe les quantités, ça changeait pas grand chose, donc j'ai préféré lui rebaisser un petit peu parce qu'en soi, ça peut aggraver la constipation de trop augmenter. L'hydratation, par contre, a été légèrement augmentée. On a augmenté plus ou moins d'1 litre sur ce qu'il faisait de base et ça a été quelque chose de plus régulier. Et également, surtout, un magnésium augmenté avec des dosages bien plus élevés que ce que je recommande de base. Et là, ça aide relativement bien. Et du coup, voilà un petit peu le rendu de la shape qu'on a là. C'est pas le dernier bilan, c'est l'avant-dernier ou l'avant-avant-dernier, je crois. Parce que les dernières, juste avant en photo, pas le bilan de ce matin, mais le bilan d'avant, n'avaient pas des très bonnes lumières. Là, c'est le même setup que d'habitude. Et donc, voilà, à peu près la shape qu'on arrive à récupérer. Et je vous remets ça juste à côté, comme ça, vous pouvez vous faire un ordre d'idée aussi. Donc, voilà un petit peu ce qu'on a pu faire là à peu près en moins de 10 semaines. Ça nous fait quelque chose comme moins 16 kg en 10 semaines, moins de 10 semaines, donc plus de 1 kg par semaine largement. Donc on est plutôt dans les temps et on voit que la shape s'est largement améliorée. Et surtout, un truc important, c'est qu'il n'y a pas de perte de masse musculaire. Et oui, on a fait un déficit très agressif, très rapide, et pourtant il a conservé sa masse musculaire. Alors oui, vous allez me dire, ouais, mais il a les cuisses un peu moins grosses, ouais, il me paraît un peu moins volumineux. Alors oui, il faisait 102 kg à gauche, il en fait 86,7 à droite. Forcément, il paraît un petit peu moins volumineux, mais en fait, d'un point de vue masse musculaire, rien n'a bougé, c'est juste la masse grasse qui est partie. Il n'y a pas de métabolisme bloqué non plus, bizarrement, on a perdu 16 kg en moins de 10 semaines et pourtant il continue de perdre du poids, le poids avance très bien, tout se passe très bien, mais parce qu'en fait on traque des données, il y a quelqu'un en face qui est très drivé, Robin il a envie de réussir, donc il met en place les actions quoi qu'il arrive et il s'assure que tout soit fait malgré certaines contraintes, parce que je peux vous le dire, c'est quelqu'un qui est très occupé, bouge beaucoup, et pourtant il arrive à s'en sortir et il arrive à maintenir un rythme de vie normal entre guillemets, avec une vie sociale normale, encore une fois entre grosses guillemets, comme on peut l'être à moins de 8 semaines de sa première compétition de bodybuilding, mais c'est quelqu'un qui arrive à dealer et c'est juste qu'il sait ce qu'il veut et il fait en sorte que tout fonctionne. On a rattrapé le retard, donc moins de stress pour Robin aussi, mine de rien, c'est quelque chose qui est important lorsqu'on prépare une compétition, c'est ne pas être stressé et savoir qu'on est dans les temps, c'est quelque chose qui permet d'avancer dans les bonnes conditions. Là, on est environ à 13 à 15% de body fat, je dirais. Et oui, on est aussi haut que ça en body fat parce que, en fait, vous ne savez pas estimer votre body fat aussi bien que vous pensez le faire. Donc oui, là, il est à plus ou moins 13 ou 15% de body fat et il a encore 8 à 7 kilos à perdre. Alors,
8 à 7 kg à perdre lorsqu'il était aux alentours des 87,5. Là, il est un peu plus bas et les photos qu'il m'a envoyées ce matin, il est encore mieux, plus sec que ce qu'on est là. Donc, potentiellement, encore un petit peu moins de poids à perdre, mais globalement, ouais, un poids à 80 kg pour la montée sur scène sera l'idéal et pour l'instant, on est dans les temps. Donc, voilà un petit peu pour vous tenir au courant sur la prépa de Robin, les actions mises en place, la réflexion que je me suis fait et le processus de réflexion que je me suis fait et comment je mets en place un suivi sur ce type de profil avec des objectifs ambitieux et surtout quelqu'un qui est en retard. Bon, je pensais arriver à faire court avec cette présentation de bilan et au final ça me prend quand même 10 minutes mais je pense que je m'améliore. Bref, comme vous pouvez le voir, dans tous les cas, et là, je peux vous le garantir, hein, par rapport à ce que je vous ai dit ce matin, Robin n'a pas toujours la motivation de faire les choses. Robin n'a pas toujours envie potentiellement d'aller faire son cardio, ses 40 minutes quotidiennes, ses 15 000 pas par jour et suivre sa diète alors qu'il a la dalle. Mais c'est important pour lui de monter sur scène, c'est important pour lui de monter sur scène avec la meilleure condition possible. Et il sait ce que ça demande et donc il fait ce qu'il faut pour y arriver. Et c'est exactement cette mentalité-là que vous devriez avoir si vous avez envie de maximiser votre prise de masse musculaire, avoir les meilleurs résultats possibles et obtenir le meilleur physique possible. Donc si jamais ça vous intéresse, que vous avez envie de vous investir, alors peut-être pas à la hauteur de ce que Robin fait parce que vous n'avez pas des objectifs de compétition, mais dans tous les cas, si vous avez des objectifs ambitieux, vous devriez avoir envie de mettre le même taux d'investissement et dans tous les cas, vous n'aurez jamais un taux d'investissement supérieur à ce que vous avez envie d'atteindre. Donc n'ayez pas peur de vous investir à 100% et si ça vous intéresse, comme je vous le dis, il y a les liens en description, je vous laisse aller cliquer dessus ou me contacter sur Instagram et on en discutera. Bon, je viens d'arriver à la salle. Je fais jamais de vélo habituellement, mais je vais faire une petite introduction à ce dont je vais parler parce que du coup, je vais pas vous faire ma séance. Là, surtout, bon, j'ai pas changé de programme, hein, mais en ce moment, ça m'arrive régulièrement de faire des séances avec d'autres gens et du coup, je m'entraîne pas forcément sur mes séances habituelles. Là, par exemple, de faire une séance épaule-bras, ce qui n'est pas du tout ma séance de base. Normalement, les séances haut du corps de fin de semaine, c'est épaule, pec et bras, dos. Là, demain, je vais faire une séance upper avec un élève. Donc, épaule-bras, je reste sur plus ou moins les mêmes exercices, même s'il y a certaines choses qui changent. Bref, tout ça pour vous dire, on va pas discuter de la séance. Si jamais j'ai des trucs qui viennent, mais je pense pas, parce que le but, ça reste que ça soit bien structuré et que vous compreniez où est-ce que je vais vous emmener. Et justement, pour ça, j'ai pris quelques notes et vous m'excuserez, mais je veux rester organisé. Le truc dont je voulais vous parler surtout aujourd'hui, c'est un des principes fondamentaux lorsqu'il s'agit de prendre de la masse musculaire, ça va être la surcharge progressive ou mettre en place un stimulus progressif en appliquant de la tension mécanique progressivement au fur et à mesure du temps, de plus en plus important. En tout cas, c'est l'idée qu'on s'en fait. C'est comme ça qu'on l'a défini au mieux. Et on sait que, dans tous les cas, c'est probablement le truc le plus important que vous devriez savoir et que vous devriez appliquer si vous cherchez à prendre du muscle. Mais le problème, c'est que je pense que beaucoup de personnes ne comprennent pas vraiment ce qu'est la surcharge progressive. Et moi, j'aimerais plutôt introduire l'idée de stimulus progressif. Et justement, ça va être le sujet de la vidéo, en tout cas de la séance aujourd'hui. Et le stimulus progressif, c'est probablement plus intéressant que la surcharge progressive parce que ça va plus loin que juste mettre plus lourd, faire plus de reps, comme on peut entendre beaucoup et voir beaucoup. Donc voilà un petit peu le sujet et je vous expliquerai au fur et à mesure de la séance. Bon, l'idée principale derrière ce que j'essaie de vous enseigner aujourd'hui, ce que vous devez retenir, c'est oubliez que les reps, le nombre de reps que vous faites et la charge que vous allez utiliser sont les seuls paramètres qui vous indiquent si vous progressez ou non. Parce qu'en réalité, c'est un piège qu'on observe souvent et que je vois chez beaucoup de pratiquants, c'est vu que l'important c'est d'augmenter ses reps et d'augmenter sa charge au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des semaines, lorsque les personnes essayent justement de battre leur performance, elles vont avoir tendance à dégrader leur technique. Ça peut être une réduction de l'amplitude, une accélération du tempo, l'utilisation de rebonds ou d'élan, l'ajout d'inertie, donc tirer ou pousser très fort à un endroit où on est potentiellement fort et que la machine est facile pour que ce soit plus facile d'aller jusqu'à la fin du mouvement. Et tout ça, c'est des paramètres qui vont pas forcément être bénéfiques pour votre progression et l'application d'un stimulus progressif sur votre muscle. Donc, s'il y a une chose à retenir, c'est si vous voulez vous assurer de progresser, si vous voulez vous assurer de mettre en place une stimulation progressive et une vraie surcharge progressive, ça devrait être de faire en sorte que chaque paramètre soit identique de semaine en semaine et que ce soit réplicable dans le temps. Si
d'une semaine à l'autre, il y a des changements qui s'opèrent, c'est probablement que vous n'êtes pas réellement en train de progresser comme vous l'espériez. Bon, et du coup, avec ce côté, la surcharge progressive, c'est un stimulus progressif, il y a une idée hyper importante qui vient derrière, ça va être cette idée de vouloir standardiser. Donc la standardisation. C'est quoi la standardisation? C'est tout simplement le fait de faire les choses toujours de la même manière, semaine après semaine, séance après séance, mois après mois, année après année. Donc ça va se jouer sur plein de paramètres. La standardisation, ça peut être déjà ce que je vous ai dit précédemment, l'amplitude avec laquelle vous travaillez, le tempo que vous allez utiliser, ça va être l'intention que vous mettez, ça peut être les réglages si vous utilisez certaines machines, ça peut être utiliser les mêmes machines à chaque fois, parce que si vous utilisez un premier pec deck puis un autre pec deck d'une autre marque où vous faites un exercice qui est similaire, genre un écarté mais cette fois-ci à la poulie, vous n'allez pas avoir la même résistance. Que ça soit aussi le volume d'entraînement, si vous entraînez pas avec le même volume, si un jour vous venez à votre séance et que vous faites votre premier exo avec 4 séries au lieu de 3, il y a certainement des chances que ça impacte le reste de votre séance. Si votre exo 3 devient votre exo 1, il y a des chances que ça impacte vos performances. Donc déjà, la première des choses, c'est s'assurer que tous ces paramètres-là, ils soient standardisés, qu'on les maintienne dans le temps pour visualiser le fait qu'on progresse, parce que si vous le faites pas, et ça peut arriver, vous entraînez à des heures de pointe, vous devez changer, mais dans ce cas-là, arrêtez de vouloir absolument battre vos perfs, rep, charge, commencez à vous inquiéter sur les paramètres que vous contrôlez vraiment, technique, réglage, intensité, etc. etc. Même chose, l'intensité peut être un paramètre de standardisation. Si vous vous entraînez parfois à 2 RIR et des fois à 0 RIR, il y a des chances que ça impacte le reste de votre séance. Bref, mais il y a un truc qui est hyper important aussi avec cette standardisation, c'est parce que pour progresser, il faut se rapprocher de l'échec. Et c'est bien là le problème, c'est qu'au fur et à mesure que vous allez vous rapprocher de l'échec, beaucoup de personnes, beaucoup de pratiquants, et je le vois avec mes élèves, je le vois avec les gens qui s'entraînent en salle, en tout cas la moyenne des gens qui s'entraînent en salle, plus vous vous rapprochez de l'échec, plus vous avez tendance à tricher vos reps, à commencer à mettre des compensations en place, que ça soit de nouveau réduction de l'amplitude, réduction de la durée sur laquelle vous allez retenir votre charge. Vous allez commencer à bouger votre corps, à changer de position parce que ça devient difficile, inconfortable et vous voulez inconsciemment ou consciemment faciliter le travail, faciliter le passage de la rep. Et justement, c'est là le problème de nouveau, c'est que si vous vous concentrez tout le temps et absolument à passer vos reps, faire plus de reps, faire plus de charges, que vos performances évoluent à chaque séance, un point sur lequel vous n'avez pas vraiment de contrôle, vous allez dégrader les choses sur lesquelles vous avez du contrôle pour justement vous aider virtuellement, artificiellement à passer ces choses-là que vous ne pouvez pas contrôler, à savoir augmenter vos reps ou augmenter votre charge. Et du coup, je vais conclure là-dessus, mais je vais être sûr de rien avoir oublié. Non, mais c'est bien ça revient à ce que je disais. Donc, votre but absolu, au final, quand vous entraînez, ça ne doit pas être de battre vos records à chaque fois. Vous ne devez pas venir à la salle en vous disant « il faut que je batte mon carnet ». Alors, vous pouvez garder cette idée en tête, c'est une très bonne idée de vouloir venir à la salle, se la donner le meilleur de ce qu'on a. Et si on en est capable, passer une rep de plus, passer 1 kilo de plus, c'est très très bien. Il faut que ça reste au centre de votre attention tout de même, il faut que ça progresse, il ne faut pas que vous soyez feignant. Mais en fait, si vous allez à la salle en ayant envie de faire de votre mieux et vous vous entraînez réellement dur, ce sera des paramètres sur lesquels vous n'aurez même pas besoin de vous concentrer au final. Ce sur quoi vous devez vous concentrer, c'est concentrez-vous sur les choses sur lesquelles vous avez du contrôle, amplitude, charge, etc. Amplitude, tempo, réglage, gainage, posture, intention, technique, c'est des paramètres que vous pouvez contrôler. La charge et les reps ne le sont pas. En tout cas, vous ne pouvez pas vous dire aujourd'hui je suis capable de soulever tant. En fait, vous êtes capable de soulever tant à un moment T et vous ne pouvez pas choisir c'est combien. Ça va dépendre de votre masse musculaire, de votre forme du jour, etc. Donc, concentrez-vous sur ça et arrêtez de vous concentrer à augmenter vos perfs. Et d'ailleurs, je tiens à le préciser, mais au final, ce que je suis en train de faire là, ça illustre très bien ce que je vous dis parce que je fais une séance que je suis pas censé faire de base. Je fais jamais cette séance-là particulièrement. Et au final, j'ai pas de carnet. Alors, c'est pas ce que je vous encourage à faire de nouveau. Gardez vos séances, ayez de la logique dans ce que vous mettez en place. Mais une séance avec quelqu'un de temps en temps, vous allez pas pouvoir traquer vos perfs. Et au final, c'est pas grave parce que ça peut très bien vous faire plus progresser que la séance que vous avez l'habitude de faire. Si quand vous allez la faire, vous vous concentrez uniquement, de nouveau, sur ce que vous pouvez faire et contrôler, bien faire l'exercice, mettre un maximum d'intensité dessus et maintenir cette technique au fur et à mesure que l'échec approche. Et vous verrez que généralement, c'est les meilleures séances de votre vie parce que justement, vous
vous intéressez vraiment à ce qui est important de s'intéresser si vous cherchez à prendre du muscle. Bon, puis du coup, avec tout ce dont je viens de parler, on devine facilement, en tout cas c'est ce qui nous permet de comprendre ce qui bloque ou ce qui empêche le plus les gens de progresser. Et pour commencer, c'est tout simplement, même si je dis que les performances sont pas la chose la plus intéressante, c'est le fait de pas les traquer, parce que vous devez quand même avoir un système en place qui vous permet de comprendre à quel moment vous allez être en capacité d'augmenter votre charge de travail, parce que c'est pas juste vous sentir à l'aise. Si vous faites ça, vous pouvez aussi vous assurer que potentiellement vous allez être feignant et pas le faire, donc traquez vos performances, mais n'en faites pas un chemin, une croix de bataille. Il ne faut pas que ça devienne le centre de l'attention absolue. Le deuxième point, c'est tout simplement le fait de changer toujours tout le temps, avoir l'impression que parce qu'on n'est plus capable de progresser sur un exercice, il faut le changer. Parce que on stagne sur un exercice où on n'a plus de sensation, il faut complètement changer la manière dont on le fait, le tempo, la manière de l'exécuter, l'intention, la vitesse, le nombre de reps, le volume, etc., etc. Des fois, il s'agit juste de prendre son mal en patience et chercher de nouveau à se concentrer sur les choses que vous pouvez réellement contrôler. Un autre point hyper important au final, parce que on parle de standardisation là à la salle, mais on pourrait aller plus loin en parlant de standardiser ce que vous faites en dehors. Est-ce que vous êtes attentif à ce que vous faites en dehors de la salle? Ça peut être votre nutrition, votre récupération. Est-ce que vous faites attention d'avoir toujours la même durée de sommeil? Parce que si vous dormez 8 heures, vous allez faire votre séance de jambes et que la semaine suivante, vous allez dormir 5 heures parce que vous avez un sommeil qui est complètement chaotique et que vous allez faire votre séance de jambes, vous vous assurez que vous ne pourrez pas faire les mêmes perfs. Donc apprenez à standardiser ce que vous faites aussi en dehors. Ça va être votre nutrition, votre récupération et potentiellement, si c'est possible, les heures, les jours auxquels vous allez récupérer, la fréquence à laquelle vous allez vous entraîner, parce que ça c'est quelque chose que je vois aussi énormément. C'est les gens qui ont un programme sur 3-4 séances par semaine, vu qu'elles ont le temps de le faire, qui vont constamment décaler leurs séances dans le temps pour que ça convienne à leur emploi du temps, mais des fois c'est plus une excuse de je n'ai pas à m'organiser donc je ne fais pas l'effort de le faire. Pour certaines personnes ce ne sera pas le cas et dans ce cas-là il n'y a pas de souci et dans tous les cas il vaut mieux y aller que pas y aller, mais de nouveau si votre objectif c'est maximiser votre progression, je pense que avoir un nombre de jours de récupération fixe entre chacune de vos séances, c'est probablement un truc très important à faire. Et enfin la dernière chose, évidemment, vouloir progresser trop vite. Une fois que vous avez mis tout en place pour que vous vous assuriez de progresser, vous traquez vos perfs, vous avez fait en sorte de standardiser, que ce soit les choses que vous mettez en place à la salle et les choses que vous mettez en place en dehors, c'est pas parce que vous faites tout parfaitement que vous allez progresser rapidement. Et ça, vous devez l'accepter. Et à partir de là, commencez à, de nouveau, mettre en place et contrôler ce que vous êtes en capacité de contrôler. Le reste, laissez-le aller. N'allez pas foutre en l'air votre séance parce que vous ne progressez pas alors que vous faites tout parfaitement. C'est la musculation. Visez long terme. Ne cherchez pas à chaque séance avoir envie que ça augmente sur le papier. Donc si je dois conclure pour cette explication, cette partie, je dirais que progresser, c'est simple et ça demande des choses simples qui vont être de la répétition, du suivi, parce que vous devez savoir ce que vous faites et parce que si vous ne les mesurez pas, vous ne pouvez pas contrôler. Et enfin, vous devez être régulier, tout simplement. C'est pas parce que vous le faites pendant 2 semaines que vous allez forcément progresser. Vous devez voir plus long terme que ça. Bon et du coup, si je devais un petit peu résumer ma pensée, et en tout cas ma vision de la surcharge progressive, ça serait déjà avant tout de vous assurer de réaliser les exercices le mieux possible, ou en tout cas le mieux que vous êtes capable de faire à votre niveau. Parce que dans tous les cas, il faut bien comprendre que la progression technique va se faire sur du long terme aussi. Ensuite, traquez vos perfs, mettez en place un système de traçabilité de ce que vous faites et un système aussi qui vous permet de progresser. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est dans tous les cas avoir un carnet, suivre
la charge que j'utilise et le nombre de reps que je fais pour chaque exercice et me fixer une fourchette dans laquelle je dois évoluer avant de pouvoir me dire ok, je suis suffisamment à l'aise, j'ai réussi à faire 12 à 80 tel exercice, c'était le haut de ma fourchette et je l'ai réalisé avec la même technique que d'habitude. Donc, semaine prochaine, je vais être en capacité d'augmenter. Et ensuite, concentrez-vous au fur et à mesure des semaines, pas à augmenter vos charges de travail ou votre nombre de répétitions. Concentrez-vous à être en capacité de répliquer tout le temps ce que vous mettez en place. Je préfère quelqu'un qui s'assure d'avoir une technique solide, qui met un maximum d'intensité et qui est fluctuant un petit peu au niveau de ses performances, mais qui globalement au fur et à mesure du temps va voir ses reps augmenter de 1 ou 2 reps par-ci, 1 ou 2 reps par-là, un petit kilo en plus par-ci, un petit kilo en plus par-là, et qui sur du long terme va se traduire par des 10, 15, 20 kilos de charge ajoutée sur un exercice sur une année entière, plutôt que quelqu'un qui artificiellement au fur et à mesure des semaines va augmenter son nombre de reps, va augmenter sa charge sans avoir aucun tracking de ses exécutions. Et c'est quelque chose que j'oubliais, et c'est pour ça que j'avais pris des notes de base. Mais filmez-vous. Si vous filmez, vous pouvez voir si votre technique change. Et si vous n'avez pas la technique parfaite, c'est pas grave, mais au moins vous avez la capacité de voir ce que vous faisiez semaine 1 et est-ce que vous avez la même technique à la semaine 2, semaine 3, semaine 4, semaine 10, semaine 12. Si c'est pas le cas, vous avez probablement triché pour augmenter vos charges. Et si vous avez augmenté vos charges, vous pouvez partir du principe que en fait, vous n'avez pas pris du muscle, vous avez juste travesti votre technique afin de passer plus de reps ou plus de charges. Bref, je crois que c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Mettez en place une vraie surcharge progressive, attelez-vous à contrôler ce que vous pouvez contrôler, traquez ce que vous pouvez traquer, servez-vous-en comme repère et pas comme cheval de bataille. J'ai dit croix de bataille tout à l'heure, cheval de bataille. Donc c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur la surcharge progressive. Quand même un petit truc, parce que du coup je fais cet exo et ça me fait penser que... Alors, j'aime pas dire ça, mais c'est l'un des meilleurs exercices. Il n'y a pas de meilleur exercice. Si vous voulez à la fois être stable, avoir une courbe de résistance qui est plutôt en adéquation avec la capacité à produire de la force de votre biceps, c'est probablement l'un des meilleurs exos que vous pouvez mettre en place avec un minimum de matériel possible. Alors vous pouvez le faire avec une Smith Machine. Là, j'aime bien le faire avec souvent parce que c'est moelleux, je peux m'allonger, je suis bien stable au niveau du dos. Alors déjà, je suis pas dans une position super étirée avec mon bras, comme je pourrais l'être si je le faisais avec un câble par exemple. J'aurais le coude très en arrière. Là, j'ai le coude qui est à hauteur de mon buste, donc sur une position moyenne. Par contre, j'ai le bras, il y a déjà un bras de levier qui est créé lorsque je suis en position basse. Donc je viens mettre de la tension au moment où je suis étiré, ce qui est relativement intéressant lorsque vous voulez travailler en hypertrophie. Ça permet de ne pas partir de zéro parce que le biceps, il n'a pas une force qui est à zéro, il est plus faible en position étirée. Donc j'ai un léger bras de levier en position étirée. J'ai un bras de levier maximum au moment où je suis au milieu, là où le biceps est le plus fort parce qu'il a le levier anatomique le plus intéressant. Et ensuite, quand je reviens refermer, il y a l'haltère qui vient se rapprocher de mon coude, comme sur un curl classique, mais là potentiellement d'autant plus, ce qui fait que ça l'allège au moment où je deviens de nouveau le plus faible. Donc c'est cool parce que sur une position où je suis relativement faible, il y a un petit peu de tension, où je suis fort, beaucoup de tension, et là où je suis le plus faible, il y a encore moins de tension. Donc encore une fois, un moyen relativement simple de changer la courbe de résistance avec une paire d'haltères et un banc à preacher curl utilisé un petit peu différemment. Testez-le, vous verrez que c'est pas mal. Oh. Oh. Je voudrais quand même rajouter quelque chose parce que en repensant un peu à ce que j'ai dit pendant toute la séance, je me rends compte que j'ai pas vraiment exprimé totalement bien et de manière simple ce que j'entendais dans tout ce que j'expliquais. En fait, c'est que la charge externe que vous prenez dans vos mains, que vous mettez sur votre barre ou vous mettez sur votre machine, ça ne définit pas ce que votre muscle va être en train de prendre comme tension. Ce qui définit ça, en réalité, du coup, c'est votre technique. Et c'est pour ça que j'insiste énormément sur ce point depuis le début. C'est que votre technique, et les parts techniques, c'est vraiment... Vous n'imaginez pas à quel point il y a plein de paramètres qui peuvent rentrer en compte. Mais déjà, pour parler des plus importants, aligner correctement la charge avec le mouvement que vous voulez faire. Faire aussi... la bonne action du muscle que vous cherchez à solliciter. Et si je parle de biceps, ça va être une flexion de coude, mais du coup, ça va être important d'isoler cette fonction et pas avoir l'épaule qui vient se rajouter à ça. Et c'est ce genre de compensation qu'on peut voir. Donc, bref,
n'oubliez pas que la charge externe que vous utilisez, ce qui est écrit sur les poids, c'est pas forcément ce que votre muscle va prendre comme charge et comme tension. Ça va jouer aussi à des niveaux différents en fonction des individus, en fonction de leur longueur de membre. Donc ne vous comparez pas, c'est aussi très important. Et ne vous fiez pas uniquement à la charge externe et à la progression externe. Ce qui compte, c'est comment évolue la tension sur votre muscle. Et plus vous avancez dans le temps, plus probablement vous êtes capable de mettre la tension au bon endroit. Et c'est de la surcharge progressive. C'est de la surcharge de stimulus progressif. Putain, il va falloir sécher bientôt. Bien, la séance est terminée. Si vous avez eu un peu de chance, vous m'avez vu poser. Vous avez vu à quel point je suis grassouillé. Il va bientôt falloir penser à nettoyer tout ça. Mais d'un autre côté, ça doit faire approximativement 2 ans maintenant que je suis calories haute, aux alentours des 3500-4000, que je ne mets pas non plus une conviction absolue à faire monter mon poids. Disons que c'est pas mon premier repère pour l'instant. Je vois que à la salle, je progresse encore bien, physiquement je progresse. Là, je suis retombé sur des photos de moi, vidéos de moi il y a 1 an et 2 ans, peut-être 2024, ouais, 2 ans. Et je me suis dit, putain, vraiment, la shape bouge, c'est cool, ça fait plaisir. Il y a des fois où j'ai l'impression de pas me voir bouger. Et bon, c'est bien parce que ça fait un peu parallèle avec ce que je racontais à la salle, là, hein, c'est que dans tous les cas, votre progression, elle est et sera beaucoup plus lente que ce que vous pouvez espérer et croire. Donc arrêtez de vous baser sur des paramètres que vous ne contrôlez pas. Votre poids lorsque vous êtes en prise de masse, le poids sur vos barres lorsque vous êtes à la salle et que vous cherchez à progresser, le nombre de reps que vous faites, vous ne pouvez pas le contrôler. Ou alors, si vous le contrôlez, c'est que vous le faites au dépit de ce qui est réellement important si vous souhaitez progresser en musculation. Donc retenez bien ça. La progression, c'est quelque chose de lent. C'est quelque chose sur lequel vous n'avez pas directement du contrôle, mais par contre, vous avez du contrôle sur les paramètres que vous devez mettre en place pour progresser. Et pour ça, c'est important de savoir desquels on parle, sur lesquels appuyer, lesquels mettre en place et lesquels traquer aussi. Parce que si vous vous dites j'ai envie de prendre du muscle, donc je vais je sais pas, traquer mes perfs ou je vais traquer certaines données et vous ne les analysez pas et vous ne les prenez pas en compte pour guider vos choix, c'est un peu comme tirer sur une cible à l'arc avec les yeux bandés. Ça sert pas à grand chose et vous savez ce que vous avez à faire, vous avez les outils en main, mais vous visez un peu à l'aveuglette. Donc faites attention à ça et comme vous l'avez vu avec Robin également, hein, dans tous les cas, ce qui est important, c'est que vous fassiez les choses, que vous fassiez ce qui est nécessaire pour vos objectifs. C'est peut-être ça aussi qui est important à retenir. Vous avez envie d'avoir une évolution physique des plus impressionnantes, vous avez envie d'aller vite, vous avez besoin d'aller vite comme Robin, eh bien vous êtes dans l'obligation d'être OK avec le fait que vous allez devoir mettre des choses en place et OK avec le fait que ça va être dur, que vous n'allez pas toujours être motivé et qu'il faudra quand même le faire. Et en général, ça c'est beaucoup plus facile à faire lorsque vous avez quelqu'un derrière vous qui analyse pour vous, met en place des outils qui vous permettent de traquer plus facilement ce que vous avez à traquer et vous rappelle à l'ordre lorsque vous ne faites pas les choses. Et moi le premier, donc si vous aussi, vous avez envie de progresser, vous avez des objectifs qui sont ambitieux et actuellement vous n'avez pas les résultats que vous souhaitez ou ça avance pas aussi vite que vous voulez, je pense que je peux vous aider. En tout cas, je pense vous l'avoir montré un petit peu avec la transfo de Robin. Vous pouvez retrouver d'autres vidéos, je parle de certaines autres transfos de mes élèves, peu importe ce qui vous bloque. Si c'est pas un problème de faire les efforts, eh bien je pense que je peux vous aider. Et si ça vous intéresse, comme d'habitude, les liens ils sont en description pour me contacter. Vous avez mon Instagram, vous cliquez dessus, vous m'envoyez un message, vous pouvez m'envoyer juste coaching et je vous enverrai moi-même le premier message pour poser les questions qui sont importantes et que j'ai besoin de savoir. Éventuellement, on se calera un appel et on discutera un peu de tout ça. Sur ce, je vais aller faire des courses, je vais rentrer chez moi, finir de bosser et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.